Bon, on a commencé l'enregistrement. De retour sur notre tableau. Fonction élémentaire, suite. Donc, on va continuer notre discussion depuis la semaine dernière avec la fonction logarithme d'une certaine base. Notée par logarithme de base A, de quelque base A, de la variable x. Elle est définie pour A supérieur à 0, différent de 1, et x supérieur à 0. Donc, si nous voulons, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle ouvert en 0, 0 infini. On va dire que logarithme de A, de base A de x, est égal à une certaine valeur y si et seulement si. Si et seulement si tient place de la définition. La base à la puissance y nous donne x. Et ici, on définit aussi la fonction exponentielle. De base A, vous voyez, A doit être différent de 1, supérieur à 0, mais on peut avoir deux cas, A entre 0 et 1 et A supérieur à 1. Dans chaque cas, on étudiera les propriétés de monotonicité, c'est-à-dire la propriété d'être croissante ou décroissante. Ensuite, des propriétés comme l'injectivité et bien évidemment, puisqu'on veut les considérer en miroir, la fonction directe et la fonction inverse, cette propriété de bijectivité nous donnera cette possibilité de les discuter ensemble. On va faire appel à Desmos, notre application en ligne, pour voir le graphe et lire depuis le graphe ces propriétés. Bon, discutons le cas A. Entre 0 et 1. Donc, positif, différent de 1, mais sous-unitaire. A entre 0 et 1. Comme par exemple, f de x égale logarithme de base 0,5 de x. Et prenons Desmos. Bon, on va baliser entre les deux. Allez. Ok, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Chercher Desmos. Graphic Calculator. Voilà. Et là, je partage mon écran pour que vous voyez tous. Voilà. Considérons cette fonction logarithme. Vous voyez en bas, à gauche, nous avons la possibilité d'introduire cette fonction ABC. Ici, on va taper logarithme d'une certaine base. On fait appel à la touche A de base B de l'indice B. Ici, on écrit 0,5, bon, 0,5 de x. On la traite comme fonction. Voilà ce qui se passe. Bien évidemment, elle est définie sur la demi-axe positive et elle est une fonction décroissante. Plus que ça, que se passe-t-il quand x est très proche de 0, à droite de 0? Vous voyez, les valeurs de cette fonction tendent vers infini. Donc, depuis ce graphe, on peut lire la monotonicité décroissante, y compris l'injectivité d'ailleurs. Plus que ça, la fonction, elle est bijective. Vous voyez, elle décroît
assez lentement, mais elle décroît, continue de croître. OK. Ensuite, on peut lire quelques valeurs des limites, c'est-à-dire quand x s'approche de 0, x supérieur à 0, et aussi quand x tend vers infini. Et on va discuter cette fonction sur notre tableau. Donc, est une fonction décroissante, limite quand x tend vers 0 supérieur à 0, soit vous écrivez x tend vers 0 supérieur à 0, ou vous avez la possibilité d'écrire x décroissante avec backslash vers 0, de logarithme de 0,5, de base 0,5 de x, et cela, la limite est infinie. Figurez-vous, que se passe-t-il par définition? Prenez la définition. « 0,5 à l'infini n'est qu'un demi à l'infini, 1 sur 2 puissance infinie, 1 sur infini, et cela nous donne 0 sur x d'ici. Bon, deuxième cas, a supérieur à 1. Par exemple, on va considérer f de x égale logarithme de base 2 de x. De retour sur Desmos, on va modifier la base seulement, logarithme de base 2 de x. Et que se passe-t-il cette fois-ci? Cette fonction est une fonction strictement croissante. Et quand x approche de 0, cette fois-ci, les valeurs de logarithme baissent vers minus infini, décroît vers minus infini. Donc, limite est une fonction croissante, strictement croissante. Voilà, mettons même strictement croissante, car le fait d'être strictement monotone implique l'injectivité. La limite, quand x approche de 0 positive, de cette fonction est égale à minus infini, car 2 puissance minus infini, c'est 1 sur 2 puissance infinie, c'est 1 sur infini, cela vaut 0. Strictement décroissante ou strictement croissante assure l'injectivité. Plus que ça, traitons rapidement les limites quand x tend vers infini. Voilà. J'avais effacé l'autre fonction. Il fallait la garder, mais ça fait rien. Donc, c'était logarithme de base 0,5 de x. Voilà ce qui se passe. Cette fonction en bleu décroît de plus infini vers minus infini. Logarithme de base 0,5 de x est égal à minus infini, car 0,5 puissance minus infini n'est que 1 demi puissance minus infini. Puissance négative indique qu'on peut inverser le rapport, donc ça va être 2 puissance infinie, et cela est égal à infini sur x. J'espère que je l'avais bien indiqué ici, oui. X, soit d'ici, x tend vers infini. De l'autre côté, dans le cas base supérieure à 1, quand x tend vers infini, logarithme de base 2 de x, cela fait infini, car
de puissance infinie est égal à infini chez x. Du coup, qu'avons-nous? Les deux fonctions. Sur l'intervalle 0 infini, la première décroît depuis infini, décroît, c'est où? Décroît depuis infini jusqu'à minus infini. Voilà. Là, dans le deuxième cas, la fonction croît depuis minus infini jusqu'à l'infini. Donc, les deux fonctions sont définies sur l'intervalle ouvert 0 infini avec des valeurs réelles, car tout l'axe réel, c'est l'intervalle minus infini, infini. Et les deux fonctions sont surjectives, en fait, même fonction, mais de bases différentes. On a traité les deux cas. Donc, surjective, injective, cela veut dire bijective. Quelques propriétés. Bon, on s'intéresse d'abord au changement de la base. Tant qu'on veut passer d'une base A vers une base B, dans le contexte général qu'on avait discuté, donc pour A et B strictement positifs différents de 1, on peut exprimer cela à l'aide du rapport suivant. Logarithme de la nouvelle base de la variable x sur logarithme de la nouvelle base depuis la base ancienne. Donc, c'est le changement de base de la base A vers la nouvelle base B. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Logarithme de base A de x a une certaine puissance, disons B, mais à ne pas confuser avec B depuis l'autre formule. B va sortir en face. Ça va être B fois logarithme. Ensuite, on a une propriété qui concerne le produit. Et si on considère que le rapport, c'est toujours un produit avec un rapport inversé, on peut dire qu'on a une formule pour le logarithme du produit seulement et non pas pour le logarithme de la somme. Faites bien attention, logarithme d'une certaine base d'un produit est transformé en une somme de deux logarithmes. Mais on n'a pas de formule pour le logarithme d'une somme. Donc, à ne pas appliquer dans le sens inverse puisque ça n'a rien à faire. Et, je répète, le rapport peut être toujours considéré en produit, c'est x fois 1 sur y. Bon, vu les conditions énoncées ci-après, c'est-à-dire x, y positif pour pouvoir travailler avec logarithme de x, logarithme de y. Logarithme de base a de x fois 1 sur y, que je considère y à la puissance minus 1. Et j'applique la formule d'avant, logarithme de base a de x plus logarithme de base a de y puissance minus 1. Mais cette puissance peut sortir en face et cela nous donnera une différence. Donc finalement, c'est une seule formule. Logarithme d'un produit est transformé en somme de logarithmes. Et on retient ainsi. Logarithme d'un produit est transformé en somme de logarithmes. Bon, en ce qui concerne la fonction exponentielle, c'est la définition, si vous voulez, de la fonction logarithme a puissance y est égal à x. Donc, je ne vais plus insister sur les propriétés de la fonction exponentielle, non plus sur le graphique de la fonction exponentielle. Je vais vous proposer quelques exercices. Voilà un premier exemple.
avec des logarithmes. Et je vais considérer des bases différentes. Exercice. Résolvez tout simplement l'énoncé général, les équations suivantes. Concernant des logarithmes, du coup, ce que je vous proposerai, logarithme de base de x plus logarithme de base racine 2 de x plus le logarithme de base racine quatrième de 2 de x au 14. Donc, on a des bases différentes. On peut toujours faire appel à une certaine formule, mais je ne veux pas vous laisser l'impression qu'il y a beaucoup de formules concernant chaque fonction et que vous devez les apprendre par cœur. Non, pas du tout. Quelques formules essentielles et le reste se déduit assez facilement. Donc, ne vous inquiétez pas que je ne vous donnerai pas d'autres formules. Ce qui m'intéresse, c'est de changer la base. Racine 2, c'est 2 puissance 1 demi. Racine quatrième, c'est 2 puissance 1 sur 4. Donc, je garde le logarithme de base 2 de x et je vais changer les autres. Logarithme de base racine 2 de x, ça va être logarithme de base 2 de x sur logarithme de base 2 de racine de 2. Mes racines de 2. Racine de 2, c'est 2 puissance 1 demi qui va sortir en face. Donc, on commence par des exercices simples, puisque c'est un cours remédial pour remplir les trous de la matière. Voilà. Je ne vous ai pas donné le logarithme de base A de A, mais il faut juste chercher la définition. Le logarithme de base A de x est sur y ayant pour propriété que A puissance y vaut x. Du coup, je me demande, le logarithme de base 2 de 2, c'est sur y tel que 2 à la puissance y vaut 2. Bah, c'est y égale 1. Donc, le logarithme de base 2 de 2, c'est toujours 1. Si vous le pensez ainsi, vous ne devez pas apprendre des formules par cœur. Ensuite, 1 demi au dénominateur va monter au numérateur, ça va être 2 logarithme de base 2 de x. On a transformé le premier terme, le deuxième terme, le troisième. Juste 2 secondes, s'il vous plaît. Okay. C'est logarithme de base de x sur logarithme de base 2 de racine quatrième de 2 que je vais écrire sous forme de puissance 1 sur 4. Du coup, 1 sur 4 va sortir en face. Ensuite, le rapport va monter au numérateur inversé. Il ne reste que 4 logarithmes de base 2 de x. Et donc, l'équation deviendra logarithme de base de x plus le deuxième logarithme avait été transformé en 2 logarithmes de base de x plus 4. C'est très, très facile. D'ailleurs, vous pouvez même le noter par quelques t, mais ce n'est pas la peine, car 1 plus 2 plus 4, ça fait 7 logarithmes. On divise par 7. Donc, on écrit équivalent, pourquoi pas. Logarithme de base 2 de x, c'est 2. Du coup, d'après la définition même de logarithme, x sera 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. Bon, on avait résolu directement l'équation, mais ça, c'est une équation. Il faut regarder un peu les fonctions impliquées. Ici, c'est que le logarithme et décider s'il y a des conditions d'existence à imposer. Tel est notre cas ici comme condition d'existence.
puisque les bases des logarithmes sont supérieures à 0 différentes de 1, il n'y a qu'une condition pour x. Et cette condition est vérifiée par notre solution x est égal à 4. Y a-t-il des questions? OK. S'il n'y a pas, on va discuter vite la fonction exponentielle. A puissance x pour quelque a positif différent de 1. C'est pas parce que pour a égale 1, ça n'existe pas, mais 1 à toute puissance, ça nous donne une constante. C'est pas la peine de d'étudier une fonction constante. On connaît même son graphe, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est pour cela qu'il est interdit qu'on néglige cette valeur a égale 1. Mais ce n'est pas que 1 puissance x n'existe pas. OK. Dans le premier cas, j'avais pris en ordre a inférieur à 1 et ensuite supérieur. Je vais garder cet ordre. Donc, A entre 0 et 1, et ensuite A supérieur à 1. Par exemple, f de x, exemple. F de x égale 0,5 comme avant, puissance x. Dans le deuxième cas, on va considérer f de x égale 2 puissance x. Je vais le prendre ainsi. Pourquoi? Pour le discuter en miroir sur le graphe. Oups, on avait perdu le graphe. Ça fait bien. Donc, 0,5, tout à la puissance. On emploie cette fois-ci la touche A puissance B. Voilà. Tout à la puissance X, on voici cette fonction. C'est une fonction décroissante, strictement décroissante. Ces valeurs, quand X tend vers minus infini, vous voyez qu'elles sont très, très, très grandes. Cela veut dire que la fonction tend vers plus infini, alors que quand on s'approche x, on les fait converger, tendre vers infini, ces valeurs vont aller vers 0. Donc, c'est une fonction strictement décroissante depuis infini vers 0. Strictement décroissante. Limite quand x tend vers minus infini de cette fonction. Voilà ce qui se passe. 0,5, c'est un demi. Tout à la puissance x, donc il me reste 2 puissance x au dénominateur. X tend vers minus infini. Donc, si vous voulez, c'est limite de 2 puissance minus x. Mais quand x va vers minus infini, minus x tend vers infini. Donc, si minus x tend vers infini, 2 puissance infini va aller vers infini. L'autre, discutons encore la limite quand x tend vers infini. C'est limite de 1 sur 2 puissance x avec x allant vers infini. Cette fois-ci, c'est 1 sur infini, c'est 0. Bon, dans le deuxième cas, j'espère que vous supposez déjà ce qui se passe. 2 puissance x, voilà, une fonction strictement croissante depuis 0 vers infini. Donc, quand x tend vers minus infini, ça va être 0, ça va être limite. C'est bon, c'est 1 sur 2 puissance minus x. Je l'écris ainsi. Quand x tend vers minus infini, minus x tend vers infini. C'est 0. Et l'autre, c'est tout simplement infini.
Donc, soit la fonction décroît de infini jusqu'à 0, soit elle croît de 0 à infini, mais elle va prendre toutes les valeurs dans l'intervalle 0 infini, ouvert bien évidemment à l'infini, mais aussi en 0. Et donc, les deux fonctions, définies d'ailleurs sur 0 infini, pardon, ici, ça pourra être tout l'axe réel, donc minus infini, infini, et les valeurs restent dans l'intervalle ouvert 0, infini. Puisque la fonction prend toutes ces valeurs depuis le domaine, il s'agit d'une fonction surjective. Ensuite, la monotonicité stricte, qu'elle soit croissante ou décroissante, nous assure l'injectivité. Donc, bref, c'est une fonction bijective. Et pour comparer avec les fonctions logarithmiques discutées avant, je vais dire ici 0 puissance x et en bleu, je vais traiter la fonction logarithme de base 0,5 de x. Voilà la symétrie des deux graphes par rapport à la droite, y égale x. Et vous voyez qu'à gauche, j'ai inséré la fonction x seulement. Cela veut dire f de x ou g de x égale x. Donc, la droite y égale x, c'est la première bisectoire, la bisectoire des cadrans premier et troisième. Et on a encore un point d'intersection entre les deux graphes se trouvant sur cette droite y égale x. De l'autre côté, si nous changeons de base, cette fois-ci, nous allons prendre une base supérieure à 1. Comme on avait d'ailleurs traité la fonction de base 2 de puissance x et l'autre en miroir, logarithme de base 2 de x. Voilà. Il n'y a aucune intersection cette fois-ci. On ne nous assure pas l'intersection de deux graphes des fonctions directes et inverses, mais si une intersection existe, cela se produira sur la droite y égale x. Bon, j'espère que ça vous aidera, ça va se fixer mieux dans la tête. Et prenons un deuxième exercice concernant les fonctions exponentielles. Pour les propriétés, je n'insiste pas puisque sont très similaires à la fonction logarithme qu'on a déjà traitée. Donc ici, je vais vous proposer toujours une équation. Donc, résolvez l'équation suivante. Prenons 3 puissance 2x plus 1 minus 10 fois 3 puissance x plus 1 plus 27 vaut 0. Eh bien, 3 sur 5 puissance x plus 1 fois 25 sur 9 puissance 1 moins x vaut 625 sur 80. Bon. Qu'avons-nous chez A? 3 puissance 2x plus 1. Le deuxième terme, 3 puissance x plus 1. Donc, 3 puissance x apparaît plusieurs fois. Je vais écrire l'équation de la manière suivante. 3 puissance x, tout au carré, ce qui fait 3 puissance 2x, fois 3, ce qui fera 3 puissance 2x plus 1, minus 10 fois 3 puissance x plus 27. Qu'avons-nous?
3 puissance x qui apparaît deux fois. On va noter 3 puissance x par quel côté. N'oublions pas que les valeurs de la fonction exponentielle, voilà, seront positives. Donc, on cherchera, on résolve cette équation en t, mais on cherchera que des solutions positives, strictement positives même. L'équation devient t au carré avec 3. 3t au carré. Minus 30t plus 27 égale 0. On peut diviser par 3 pour ne pas trop calculer. T carré minus 10t plus 9 vaut 0. On fait rapidement le discriminant. Ou bien, qu'est-ce que je vous propose ici, puisque je veux réviser un peu ce qu'on avait discuté la semaine dernière, quand on a une équation de deuxième degré, delta positive, on connaît les relations de Viette et comment rendre une équation sous forme de somme et de produit de racines. T au carré minus S fois T plus P, le produit vaut 0. S et P étant la somme et le produit respectivement. Si la somme vaut 10 et le produit 9, cela a lieu pour 1 et 9. Donc, pas besoin de calculer le discriminant et appliquer les formules de T1, T2. On peut juste voir que T appartient à 1 et 9. Si T égale 1, depuis cette notation 3 puissance x vaut T, on aura 3 puissance x vaut 1, qu'on peut écrire sous forme 3 puissance 0. Et on avait discuté que la fonction exponentielle est bijective, tant qu'on l'avait défini. Et donc, l'injectivité nous assure une seule solution de l'équation f de x égale y, une solution unique. Donc, par l'injectivité de la fonction exponentielle, on n'aura que x vaut 0. Si t est égal à 9, 3 puissance x est égal à 9, 3 au carré, d'où on déduit x égale 2. Donc, l'ensemble des solutions, 0 et 2. C'est compris? En ce qui concerne... OK. En ce qui concerne le B. Voilà. Une fois, si vous voulez, vous avez 3 sur 5, une certaine base, mais c'est sous-unitaire à une puissance inconnue. Donc, la variable est à l'exposant, d'où l'appel de la fonction exponentielle, car la variable, c'est à l'exposant. Dans le deuxième terme, 25 sur 9 est supérieur à 1, mais on va vite transformer ce terme. Prenons 3 sur 5 puissance x plus 1. On va travailler le deuxième, car 25, on peut l'écrire 5 au carré. 9, 3 au carré. Du coup, on a 5 tiers, tout au carré, tout à la puissance 1 moins x. Mais on peut multiplier les puissances. Voilà une propriété. X puissance A, tout à la puissance B, c'est X à la puissance A fois B. Alors que X puissance A fois X puissance B, c'est X à la puissance, la somme des deux. Tant qu'on a la même base. Attention. Bon, je vous ai écrit avec X, A et B de cette manière à ne pas croire qu'il s'agit ici d'une fonction puissance. Cela a lieu, toutefois, on travaille maintenant avec des fonctions exponentielles. Donc, si vous voulez, c'est comme A à la puissance X, ou à la puissance Y, mais peu importe. Ici, c'est un calcul symbolique, si vous voulez. Bon, on poursuit pour finir. Cela est égal à 625 sur 80. Ensuite, qu'avons-nous? 5 tiers, c'est l'inverse de 3 sur 5. Donc, on garde 3 sur 5 puissance x fois 3 sur 5 fois
Au lieu de 5 tiers, je préfère 3 sur 5 puissance minus 2 fois 1 minus x. Ensuite, on a même base. C'est comme x puissance a fois x puissance b. Donc, on additionne les puissances. En fait, c'est pas la peine. Laissez x plus 1. Voilà. X plus 1 minus 2 plus 2x égale, et là, on va travailler à droite, 625, c'est 25 au carré. 25, c'est 5 au carré. Donc, c'est 5 au carré. Tout au carré, ça va donner 5 puissance 4. Pareil pour 81, c'est 3 puissance 4. Et on préfère inverser pour travailler avec même base. Donc, je vais écrire 3 sur 5 puissance minus 4. Et voilà, qu'avons-nous? 3 sur 5 à une certaine puissance égale 3 sur 5 à une autre puissance. Et puis, l'injectivité de la fonction exponentielle, cette fois-ci de base sous-unitaire, mais peu importe, on pourra dire. Donc, depuis l'injectivité de cette fonction, on pourra dire que l'exposant, bah ici, qu'est-ce qu'on a? X plus 2x, 3x minus 1 est égal à minus 4. 3x minus 3, x égale minus 1. Et c'est fini. Il n'y a pas de condition d'existence ici. C'est la fonction exponentielle définie pour tout x réel. Donc, voici la seule solution. Bon, donc, on a fini la discussion sur ces fonctions élémentaires. On va passer aux fonctions trigonométriques directes et leur inverse. Je vais changer de page. Avant la pause, on va discuter la fonction sinus définie sur tout l'axe réel avec des valeurs au minus 1, 1. Attention, peut-être il y a des étudiants de la deuxième année présents ici qui ont aussi un examen en maths spécial de la deuxième année. Là, on étudie l'analyse complexe, mais pas seulement. En complexe, on a vu déjà comment définir les fonctions trigonométriques sin et cosinus. Et on a appris, d'ailleurs, vous aurez un exercice à l'examen, résoudre une certaine équation trigonométrique, comme par exemple, sin de z égale moins 2. Alors qu'en réel, vous savez que si les fonctions sinus et cosinus prennent leur valeur dans l'intervalle OK, on va prendre une pause que de 5 minutes. Je vois qu'il y a des étudiants qui me proposent de ne pas faire une pause. Malheureusement, j'ai besoin d'une pause. On va prendre une pause de 5 minutes. Voilà. Mais que je finisse d'abord la discussion sur les fonctions sinus et cosinus. Donc, comme je disais, si on travaille en réel, l'équation de genre sin de x égale 3 n'a pas de solution. La discussion est bouclée. En complexe, il y a une infinité de solutions. Et vous allez voir ça en deuxième année. Bon, sin et cosinus prend ces valeurs ici. Je vais, pour ne plus tarder, je préfère vous montrer sur Desmos comment faire. Hop. OK. Sinus de x, deuxièmement,
cosinus de x sur x. En bleu, nous avons sinus. Regardez bien. Vous pouvez même vous aider par cette application pour mieux comprendre comment déduire les valeurs aux points principaux. Sinus de 0, bah, vous voyez que ce graphe en bleu passe par l'origine, donc sin de 0 vaut 0. Qu'avons-nous ici comme point de maximum? Bah, ce point, 1, voilà, pi demi. J'espère que vous le voyez. Donc, en pi demi, la valeur de sinus vaut 1. Ici, qu'avons-nous? Bah, c'est juste pi. Sinus de pi vaut toujours 0. À gauche, ici. Allez. Moins pi demi. Sinus de moins pi demi, c'est minus 1. C'est tout comme sinus de 3 pi demi. Voilà. Toujours minus 1. Et puis, ce graphe, vous pouvez lire pas mal des valeurs de sinus. C'est pareil en cosinus. Mais on va figurer ça plutôt sur le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique a pour propriété qu'il est centré en origine et de rayon 1. Bon, peut-être que c'est pas... Voilà, centré en origine de rayon 1. La longueur de tout cercle, c'est 2 pierres en pi radien. Donc, la longueur de cercle trigonométrique, ça va être 2 pi. Sur l'axe des abscisses, on va lire les valeurs de cosinus. Sur l'axe des ordonnées, on va lire les valeurs de sinus. Comment parcourir le cercle trigonométrique? Il est appelé le sens trigonométrique ou encore le sens positif ou encore le sens à l'envers des aiguilles de montre. Inverse acceleration. Symboliquement, nous mettons cette petite flèche pour dire que, OK, le cercle a pour rayon R égale 1. Le point de départ sur le cercle signifie que si vous reliez, vous considérez le segment qui relie le point sur le cercle avec l'origine des axes, qui est ce O que vous connaissez depuis longtemps, et vous considérez l'angle formé par ce segment avec l'axe des abscisses où on lit la fonction cosinus et sur l'autre la fonction sinus, vous allez obtenir un angle. Bah, si vous prenez ce segment avec la demi-axe OX, alors l'angle sera 0 degré. Ensuite, ici, ça va être 90 degrés, ce qui correspond à pi demi, car la longueur du cercle, c'est 2 pi. Un quart du cercle, c'est 2 pi quart, c'est-à-dire pi demi. Donc ici, c'est pi demi. Ensuite, pi, 2 pi demi, 3 pi demi et 2 pi. Ici, comme point sur le cercle, ça va être 0 et en général, tout multiple pair de pi. À gauche, tout multiple impair de pi. Donc, à ne pas confondre 0 depuis le cercle avec 0, l'origine des axes, ça n'a rien à faire. Et maintenant, nous lisons les valeurs de cosinus et sinus. X sont quelques x. Cos de x, ça veut dire nous projetons x sur l'axe de cosinus. Et sinus, alors nous allons projeter sur l'axe de sinus, des ordonnées. Si on est ici en 0, il n'y a rien à projeter. Donc, cos de 0 tombe bien sur le point 1. La valeur de cosinus en 0 vaut 1. La valeur de sinus en 0, bah, si nous projetons ce 0 sur l'axe de sinus, nous allons tomber
sur l'origine des axes. 0. Ensuite, en pi demi. Nous projetons pi demi sur l'axe de cosinus, nous trouvons 0. Pour sinus, il n'y a rien à projeter. On reste là, cercle de rayon 1. En pi, il n'y a rien à projeter quant à cosinus. Ça va être, bon, c'est un cercle de rayon 1, mais à gauche de l'origine des axes, on a minus 1. Alors que sinus, si vous le projetez, vous retrouvez l'origine des axes, ça va être 0. En 3 pi demi. On est, disons, dans le pôle sud. Cosinus, si vous le projetez, cosinus vaudra 0, sinus, minus 1. Et de retour, si vous voulez, en 2 pi, c'est pareil qu'en 0. Ça, c'est fixé. Que nous reste-t-il encore? En pi quart, je vais prendre la couleur orange. Pi quart, c'est moitié de pi demi. Il est là. On voit, au moins, depuis ce graphe, depuis ce diagramme, disons, que la valeur de cosinus, la longueur du segment, sera égale à la longueur du segment en projetant pi quart sur l'axe de sinus. Les deux valeurs sont égales. Et si vous voulez, en appliquant, par exemple, le théorème fondamental de la trigonométrie cos carré plus sin carré vaut 1, vous allez trouver que cos de pi quart coïncide avec sin de pi quart coïncide avec racine 2 sur 2. Pi quart correspond à 45 degrés. Et qu'avons-nous besoin de plus? De pi sur 6. Pi sur 6, c'est un tiers de pi demi. C'est pi demi tout tiers. Ça va être quelque part là. Cos de pi sur 6. Pi sur 6 correspond à 30 degrés. Cos de pi sur 6 est égal à sin de pi tiers. Pi tiers, c'est pi, la longueur de demi-arc. Voilà, pi, divisé par 3. Disons quelque part ici. Et cela est égal à racine 3 demi. Et il nous reste cos de pi sur 6, pi tiers, pardon, qui est égal à sin de pi sur 6 et qui est égal à 1 demi. Voilà, les valeurs à retenir. Ensuite, tous les autres, vous pouvez les lire depuis le cercle trigonométrique que vous savez que vous avez besoin quand vous calculez des limites, par exemple, supérieures ou inférieures de quelques suites définies par des fonctions trigonométriques. Si pi tiers se trouve là, 2 pi tiers, bon, pi tiers, c'est la longueur de l'arc depuis le point de départ sur le cercle jusqu'à ce point-là. Donc, quand je dis pi tiers, c'est la longueur d'un certain arc. Si vous prenez encore une fois, ça va être quelque part là. Ça va être 2 pi tiers. Je vais effacer pour ne pas trop charger le dessin. 2 pi tiers. Et attention, 2 pi tiers, il est symétrique par rapport à l'axe de sinus. Donc, à vous attendre que la valeur de sinus en 2 pi tiers est pareille que sinus en pi tiers. Donc, si vous avez cette image dans la tête, alors ça va être très, très simple. Sin de 2 pi tiers est égal à sin de pi tiers. Ensuite, vous connaissez sinus, pardon, de pi tiers, c'est-à-dire racine de 3 demi, et c'est fini. Alors que pour le cosinus, si vous le projetez, vous allez vous trouver à gauche de 0, mais la longueur de ce segment est pareille que la longueur du segment obtenu par la projection de pi tiers. Donc, c'est minus ce qu'on avait en pi tiers. Cos de pi tiers, c'est 1 demi. Donc, ici, ça va être minus 1 demi. Donc, c'est si simple si vous maîtrisez le cercle trigonométrique. Cos
de 2 pi tiers, c'est minus cos de pi tiers dans le deuxième cadran. Ça s'appelle le deuxième cadran. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. 4 quarts, c'est en entier. Si je veux expliciter le point d'ici, bon, 3 pi demi, c'était pour le point le plus chic. Si nous trouvons ici, ça va être combien? Bah, c'est pi plus pi tiers. Donc ici, nous aurons pi plus pi tiers. Malheureusement, je ne peux pas faire plus. C'est 4 pi tiers. Cos de 4 pi tiers est égal à minus 1,5, est égal à cos de 2 pi tiers. Sinus de 4 pi tiers, c'est avec minus la valeur qu'on avait obtenue en pi tiers ou en 2 pi tiers. Donc, ça va être minus racine de 3,5. 5 pi tiers va être là. Dites-moi cosinus de 5 pi tiers, qui vaudra me dire. 1 sur 2. Ça va être 1 sur 2, alors que sinus de 5 pi tiers, allez, sinus de 5 pi tiers. Je m'adresse surtout aux étudiants qui, jusqu'à présent, ne savaient pas le cercle trigonométrique et maintenant, ils ont compris. Donc, faites-moi cette surprise. J'entends pas. Je ne sais pas s'il y a un problème de micro. Non. Peut-être que quelqu'un a essayé de répondre, mais ça, je ne vous entends pas. J'espère que vous m'entendez. Bon. Oui. Donc, c'est minus racine 3,5. Dans le quatrième cadran, cosinus est positif, mais sinus négatif. Bon, on a discuté sin et cosinus, c'est pas mal. Après la pause, on fera une pause de 5 minutes. Après la pause, on va continuer avec les fonctions tangente, cotangente. On va lire depuis le graphe quelques limites. Et on va enchaîner, on va boucler certainement avec quelques limites concernant des fonctions trigonométriques, y compris quelques limites remarquables, et peut-être quelques limites concernant des racines euh, euh, qui impliquent des méthodes de factorisation ou voire d'amplification par le conjugué. Voilà. Donc, 5 minutes de pause.
Ok, reprenons. Partage. On avait discuté sinus et cosinus. Et là, on passe à la fonction tangente. La fonction tangente. Tangente de x se définit comme le rapport entre sin de x et cos de x. Du coup, on se pose la question. Cos de x, le dénominateur doit être différent de 0. Quand est-ce que cos de x vaut 0 pour sortir du domaine de définition ces valeurs-là? Bah, cos de x égale 0 si et seulement si. Regardez où avait-on obtenu cos de x égale 0 en pi demi et en 3 pi demi. C'est quoi? Pi demi plus 2k pi, 3 pi demi plus 2k pi, mais entre pi demi et 3 pi demi est une longueur d'un demi-arc, c'est-à-dire d'un pi. Donc, on peut considérer pi demi plus 2k pi ou 3 pi demi plus 2k pi, mais 3 pi demi n'est que pi demi plus pi. Et celui-là peut s'écrire sous forme suivante, pi demi plus 2k pi n'est que pi fois 2k plus 1. Donc, finalement, c'est pi demi plus soit un nombre pair, soit un nombre impair de pi, un multiple pair ou multiple impair de pi, peu importe, k entier. Donc, on peut dire que c'est une réunion ici, x égale pi demi plus quelques k pi, ou n pi si vous voulez. Qu'il soit pair ou impair, ce n, peu importe. N entier, à ne pas confondre avec la notation usuelle N naturelle. Non, N entier. Donc, on va dire que la fonction tangente est définie sur R, sauf pi demi plus npi, avec des valeurs réelles. Et je vous montre le graphe car il est assez important. Donc, n'est pas défini en moins pi demi qui coïncide sur le cercle trigonométrique avec 3 pi demi. Il n'est pas défini en pi demi, ni en 3 pi demi. Et tout ce que j'ai fixé comme point, pi demi plus npi, en ces points, le graphe admet des asymptotes verticales. Et du coup, que voit-on? La fonction tangente est notée par tan ou tg, leçon tg. Quand x croît vers pi demi, s'approche de pi demi, mais inférieur à pi demi, limite quand x tend vers pi demi de tangente de x, regardez, quand on s'approche vers pi demi inférieur à pi demi, les valeurs croient vers plus infini. Si je fais x décroissante vers pi demi, la limite décroissante vers pi demi, les valeurs de tangent vont vers minus infini. Et là, je vous demande, limite, quand x décroît vers moins pi demi, combien ça fait? Donc, je m'approche de moins pi demi, mais décroissante, combien ça fait?
Est-ce que vous participez? Je vois que vous êtes peu nombreux, mais quand même. Quand x s'approche de moins pi demi, je serai là. Les valeurs décroissent vers minus infini. Alors que pour x croît vers minus pi demi, je serai là, la limite sera plus infini, ainsi de suite. La fonction tangente, cotangente, pardon, est définie comme le rapport inversé, à condition que sinus ne s'annule pas. Quand est-ce que sin de x vaut 0? On a déjà vu. Sinus vaut 0 en 0 et en pi. Soit en 2 cas pi, soit en 2 cas plus en pi. Donc, en 1 pi de manière générale. On va définir alors la fonction cotangente sur R, sauf les points NP, N entier, avec des valeurs réelles. Bon, voici le graphe de la fonction. C'est une fonction décroissante. Vous pouvez même faire appel à Desmos. En pi, on a une asymptote. En 0, on a une asymptote. Elle intersecte l'axe des abscisses, là où les valeurs de cotangence sont 0. C'est-à-dire quand les valeurs de cosinus sont 0. On a déjà vu en pi demi plus npi. C'est-à-dire ici, en pi demi, la fonction cotangente vaut 0. En 3 pi demi, toujours 0, ainsi de suite. Donc, limite quand x converge vers 0, supérieur à 0, de cotangente de x, combien ça fait? Infini. Infini. X croît vers 0, c'est-à-dire x négatif s'approchant de 0. Combien ça fait cette limite? Moins infinite. Moins infini. Ainsi de suite. Voilà. J'écris seulement en pi supérieur à pi. Décroît vers pi. Combien ça fait cette limite? Infini. Bravo. J'écrirai en orange. Et voilà. Ainsi de suite. Donc, on peut lire pas mal des limites depuis le graphe. Puisqu'on est là, je préfère laisser pour l'instant de côté les fonctions inverses, d'autant plus que vous êtes très peu nombreux. Et je préfère continuer à discuter quelques limites remarquables. Limite de sin de x sur x, quand x tend vers 0. Limite de tangente, puisqu'on a discuté que ça. Tangent, soit vous écrivez tg, soit tangent, tan de x, quand x tend vers 0. Je vous écris encore deux autres limites des fonctions inverses. Limite quand x tend vers 0 de la fonction arcsinus et de la fonction arctangent. Pour les savoir. Il n'y a pas grand-chose finalement. Sans discuter, mais juste les définir. La fonction sinus en tant que telle définie sur R n'est pas inversable, mais sa restriction, regardez Desmos, la fonction en bleu, on prendra la restriction depuis moins pi demi jusqu'à pi demi. La fonction sera
croissante, strictement croissante, surjective avec le codomaine minus 1, 1. Donc, on va pouvoir l'inverser. Et alors, la fonction arcsinus sera définie sur minus 1, 1 avec des valeurs en minus pi, demi, pi demi. Et puisque on a précisé aussi une limite remarquable avec la fonction arctangente, je serai là. Je prendrai la restriction de la fonction tangente à l'intervalle moins pi demi, mais attention, cet intervalle est ouvert, non pas fermé. Et donc, la fonction arctangente, ici je vais écrire arctg ou arctan, voilà, sera définie sur tout le codomaine R, mais avec des valeurs en moins pi demi, pi demi. Car moins pi demi, c'est le domaine restrictionné de la fonction tangente, là où cette fonction est bijective, puisqu'en général, surtout R sauf les points, bon, qui nous donnent des asymptotes verticales, cette fonction n'est pas injective. Son problème est d'injectivité, pas de surjectivité. Voilà, on a défini ces deux fonctions pour pouvoir en parler ici de deux limites remarquables concernant arcsinus et arctangente. Pour tout x est une variable réelle convergente vers 0, donc on peut avoir des cas particuliers concernant des suites numériques. Et voilà quelques exercices. Calculer les limites suivantes. Kn tend vers infini. 1 sur n au carré plus 1 fois cosinus de n. Même si ça ne concerne pas une limite remarquable, je vous dirai à tout à l'heure ce qui se passe. Ensuite, je vais prendre n carré plus 1 fois sinus de 1 sur n. Limite de n carré plus 1 fois tangente de 1 sur n carré. Limite de n carré plus 1 fois arcsinus de 1 sur n cube. Voilà. La première, que se passe-t-il? Vous avez déjà vu le graphe de la fonction sinus. Toutes ces valeurs sont dans l'intervalle minus 1, 1. Quand x tend vers infini, on ne peut pas dire que le graphe en bleu s'approche d'une certaine valeur. On varie toujours ces valeurs. On va dire que la fonction sinus n'a pas de limite. N'existe pas la limite. Toutefois, on sait que cette fonction est bornée. Et on avait discuté cette propriété dans le premier cours. Fonction bornée, toutes ces valeurs sont encadrées entre deux constantes. D'autre part, 1 sur n carré plus 1 tend vers 1 sur infini tend vers 0. 0 fois quelque chose borné, cela veut dire que cette limite est encadrée entre minus, puisque la valeur la plus petite de sinus c'est minus, 1 sur n carré plus 1, et, désolé, plus 1 sur n carré plus 1, car les valeurs de sinus sont dans l'intervalle minus 1, 1. Et qu'avons-nous ici? Ce qu'on appelle le critère de sandwich ou de deux gendarmes.
les deux suites qui encadrent le cytocentre tendent vers 0. Du coup, la limite existe. Elle aussi vaut 0. Pour la deuxième limite, on fait vraiment appel à la limite remarquable ci-après, ci-dessus en fait, en voyant que au lieu de x qui tend vers 0, le rôle de x est joué par 1 sur n. On construira alors la limite remarquable. Signe de 1 sur n sur 1 sur n. On a mis de notre poche 1 sur n. Donc, pour réparer, on multiplie. Et n'oublions pas la parenthèse qui était en face, n carré plus 1. Cela tend vers 1. Et il nous reste limite de n carré plus 1 sur n. Et là, on est arrivé à un rapport de deux polynômes. Et je vous rappelle, si le numérateur, le polynôme du numérateur, a un degré supérieur au degré du dénominateur, alors la limite, ça sera plus ou moins infini en fonction de ce qu'on a comme coefficient dominant au numérateur et au dénominateur. Si vous voulez, on factorise par n carré et au dénominateur, on laisse n puisqu'on n'a rien à factoriser. 1 plus 1 sur n carré tend vers 1, multiplié par infini. Ça reste infini. Une petite parenthèse ici. Si on avait 2n carré plus 1 sur 1 moins 3n. Je disais que il faut regarder les termes dominants, comme par exemple 2n carré et moins 3n, même si le degré du numérateur vaut 2 supérieur au degré du dénominateur valant 1, ça ne suffit pas de dire que la limite est infinie. Ça va être infini, mais on n'est pas sûr si c'est plus ou minus infini. Il faut regarder les coefficients dominants. Le coefficient dominant du numérateur vaut 2, celui du dénominateur moins 3. Donc, en fait, le résultat final sera minus infini. Et si vous factorisez par la puissance la plus grande, au dénominateur, on peut factoriser par n seulement. Mais voilà ce qu'il vous reste. Une parenthèse là, convergente vers 2, l'autre converge vers moins 3. Donc, même si je raye ces termes, et même s'il me reste infini en numérateur, il est important de regarder le signe de ces constantes vers lesquelles les parenthèses convergent. Et c'est infini fois le rapport des coefficients dominants, c'est-à-dire le résultat final sera minus infini. Cela pour vous aider un peu quand vous allez calculer quelques limites de suite, limite supérieure, inférieure, c'est le premier exercice de votre examen partiel. Et toujours, si vous appliquez un critère de comparaison ou le critère nécessaire, par exemple, ou d'autres critères, à un moment donné, il se peut que vous arrivez sur une telle limite. Des fonctions polynomiales, fonctions rationnelles, et le rapport des deux polynômes est une fonction rationnelle. Voilà. C'était le deuxième. Prenons la troisième limite. Voilà, je la considère ici. J'ai changé de fonction. Ici, j'ai pris tangente et ensuite cosinus. Limite quand n tend vers infini. On laisse n carré plus 1. On construit la limite remarquable avec x joué par 1 sur n carré. Qu'avons-nous au milieu? Une fonction
Une limite remarquable, donc tout cela tend vers 1. Et il nous reste un rapport de deux polynômes, donc une fonction rationnelle en n, si vous voulez, un rapport de deux polynômes ayant même degré cette fois-ci. Donc, on va prendre en compte les coefficients dominants seulement. C'est 1. Donc, on emploie à nouveau une limite remarquable. Et la dernière, si vous voyez, j'ai joué un peu à la puissance maximale à l'intérieur de l'argument des fonctions trigonométriques. Et ici, je vous ai proposé 1 sur n cube, puissance plus grande que n carré en face. Donc, toujours limite remarquable. Et cette fois-ci, il nous reste un rapport d'un polynôme de deuxième degré sur un polynôme de troisième degré. Combien ça fait cette limite? 0. 0. Si vous voulez, à nouveau, vous pouvez factoriser par la puissance la plus grande. Un sur infini. Bon, 0. Voilà. C'était la dernière limite proposée concernant les limites remarquables. Autre limite. Limite où on fait appel à l'amplification par le conjugué, racine de 3n carré plus 7 minus n sur racine de n au carré plus 3 minus n. Que se passe-t-il? Il y a des cas où l'amplification par le conjugué vous aide seulement et d'autres cas où vous pouvez choisir entre cette amplification, cette méthode d'amplification par le conjugué et une autre méthode de factorisation. Faites attention, quand vous avez une telle différence, quels sont les termes dominants et quels sont leurs coefficients dominants. Par exemple, on est donné ici au numérateur racine de 3n carré, le terme le plus fort ayant pour coefficient dominant racine de 3, ou si vous voulez à l'intérieur 3, alors que le deuxième terme, n d'ici, a pour coefficient dominant 1 seulement. Ici, vous n'êtes pas obligé. Je vous conseille d'amplifier par le conjugué, mais vous n'êtes pas obligé. Par contre, au dénominateur, vous êtes obligé d'amplifier par le conjugué. Car racine de n carré pour n, et il est pareil que n. Donc, si vous factorisez ici, vous risquez d'arriver à un moment donné sur infini fois 0. Il y a des cas où vous pouvez vous en sortir, toutefois. Mais pour ne pas, comment dire, pour être sûr d'arriver au bon résultat et le plus vite possible, sans prendre des risques, peut-être vous ne faites pas attention, je vous conseille d'amplifier par le conjugué. Le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Et le produit A moins B fois A plus B, c'est A au carré minus B au carré. Donc, on va amplifier par racine plus n. Et au dénominateur,
On va amplifier par, si vous voulez, 1 sur, mais pour ne pas trop charger, on va écrire ce qu'on obtient. Le numérateur sera 3n carré plus 7 minus n carré sur racine de 3n carré plus 7 plus n. Et on a encore le dénominateur. Et que faisons-nous ici? Si vous voulez, nous amplifions par 1 sur racine plus n. Donc, racine de n carré plus 3 plus n sur n carré plus 3 minus n au carré. Donc, nous avons aussi amplifié par cette somme. Cela disparaît. 3, il ne nous reste que 2. Donc, un tiers peut sortir en face. Limite 2. 2n carré plus 7 fois une racine carrée plus n, qui, bref, contient la puissance maximale de n1 sur racine de 3n carré plus 7 plus n. Soit vous factorisez, soit vous gardez les puissances les plus fortes de chaque terme, chaque parenthèse. Depuis la première parenthèse, vous gardez un carré, donc c'est n carré fois 2 plus 7 sur n carré. Et puis la deuxième parenthèse, à l'intérieur de la racine carrée, on factorise par un carré, mais à l'extérieur, en dehors, il nous reste que n. 1 plus 3 sur n carré plus 1. Alors qu'au dénominateur, la puissance maximale, c'est n. Qu'avons-nous ici? Un dénominateur moins fort que le numérateur. La première parenthèse converge vers 2, la deuxième vers 2, la troisième, celle du dénominateur, vers racine 3 plus 1. Tout est positif là, puisque c'est important. Mais il nous reste un carré au numérateur. Et donc, la limite vaudra infini. Une deuxième limite. Introduisons un paramètre n puissance a fois racine cubique de 2n cube plus n plus 1 minus racine cubique, toujours 2n cube plus 3. Ici, nous faisons appel à la formule. Pour faire disparaître les racines cubiques, il faut arriver à la formule a cube minus b cube, qui se décompose en a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Donc, tant que nous avons une différence de deux racines cubiques, nous les considérons a et b respectivement, et a moins b, amplifié par le conjugué, deviendra ce rapport. C'est ce que nous faisons ici. Bon, ça sera une discussion selon A réel. C'est-à-dire, limite, quand n tend vers infini. 2. Au numérateur, on aura a cube minus b cube. Le cube de la racine cubique nous laissera 3n cube plus n plus 1 tranquillement, minus. Le deuxième, attention, minus en face de son va changer de signe. Et au dénominateur, nous aurons le conjugué. En voici le conjugué. Donc, racine cubique
au carré plus le premier terme fois le deuxième terme plus b au carré nous faisons le calcul. Vous voyez que 2n cube disparaît. Qu'est-ce qu'il nous reste? N puissance A fois n plus 1 minus 3, c'est n moins 2. Ce qui compte, en fait, c'est que n depuis cette parenthèse. Au dénominateur, vous pouvez factoriser ici. Mais je vais considérer les puissances les plus grandes. Et vous pouvez écrire ainsi. Racine cubique de 2n cube au carré plus racine cubique de 2n cube fois racine cubique encore une fois de 2n cube. Je ne dis pas que le dénominateur que j'avais avant, il est égal à ce que j'écris maintenant, mais j'ai dit en termes de limite. Je laissais égal limite. Et on retient de la dernière racine cubique que 2n cube au carré, bien évidemment. C'est comme limite de n à la puissance a plus 1. Voilà, c'est comme j'ai factorisé ici par n. Et je laisse 1 minus 2 sur n qui tend vers 1. Donc, j'ai retenu le coefficient dominant seulement, qui est 1, ici, qui vaut 1. Et au dénominateur, nous avons 3 fois racine cubique de 2n cube au carré. C'est-à-dire 1 tiers fois racine cubique de 2 au carré 4, je le sors en face, c'est une constante. Limite, n puissance a plus 1 sur racine cubique de n cube, c'est n au carré. Bon, n tend vers l'infini, c'est pour cela que je ne l'écris plus. Limite de n à la puissance a plus 1 moins 2, c'est-à-dire a minus 1. Combien ça fait cette limite? C'est ici que la discussion commence. Ça dépend des valeurs de a. A est un réel. Si a minus 1 est positif, c'est-à-dire a supérieur à 1, n a une puissance positive tend vers infini avec la constante positive en face, la limite sera infinie. Si a est égal à 1, a minus 1 sera 0. N puissance 0, d'abord, fait 1, toujours 1, limite de 1 vaut 1, il me reste la constante. Et enfin, si a est inférieur à 1, peut être négatif, peu importe. A minus 1 sera négatif. C'est, si vous voulez, comme la fonction puissance, x a une puissance négative pour x convergent allant vers infini. On avait déjà étudié, la limite c'est 0. Vers infini, l'axe des abscisses est une asymptote horizontale vers la graphe de la fonction x à une puissance négative. Et on a fini l'exercice, puisque c'était une discussion selon les valeurs de A, et on a répondu à la question combien ça fait ces limites. Est-ce que c'est clair ce qu'on a fait ce soir? Donc, on a révisé les fonctions élémentaires, logarithme et l'exponentielle, ensuite les fonctions trigonométriques, le cercle trigonométrique, deux fonctions inverses, arc sinus, arc tangent, limite remarquable concernant ces fonctions trigonométriques, et encore quelques limites des suites numériques finalement, qui vous aidera, j'espère, dans le calcul des limites concernant
limite supérieure et inférieure concernant les suites, et ensuite le traitement de la convergence des séries numériques. Y a-t-il des questions? Non. Bon. Ok, donc sachez qu'on a enregistré ces leçons, donc n'hésitez pas à le consulter. Je vous souhaite bonne préparation pour le partiel et à lundi prochain avec la révision en français. Bonne soirée à vous. Arrivederci. Arrivederci. Scusa. Arrivederci.